Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire by Vire avec Tilt. Désolé pour les 3 petites minutes de retard. Thomas nous rejoint d'ici 5 minutes. On va commencer avec Prasanna déjà. Donc aujourd'hui, je suis, comme je disais, avec Prasanna et Thomas qui vont vous parler d'optimisation et de stockage tertiaire. Euh, Avant de leur laisser la parole, je vais juste faire le rappel des règles classiques. Bon, la plupart d'entre vous maintenant ont l'habitude. Vos micros sont coupés. Si vous avez des questions, il y a le petit QR questions-réponses qui est là pour poser toutes vos questions. Prasanna et Thomas y répondront au fur et à mesure. À la fin du webinaire, vous aurez une petite enquête de satisfaction qui s'ouvrira dans votre navigateur. Donc voilà, n'hésitez pas à y répondre. C'est 2 petites questions, ça prend 1 minute 30 et nous, ça nous aide à nous améliorer et à avoir vos retours. Écoutez, je vais laisser maintenant la parole à Prasanna et je vous souhaite un bon webinaire à toutes et à tous. Merci David. Bonjour à tous. Euh, Ravi de vous avoir pendant ces 45 minutes avec nous. Je m'appelle Prasanna. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'occupe de la partie, ce qu'on appelle business développement chez BayVa. Alors, qu'est-ce que le business développement chez BayVa? C'est en gros tous les sujets qui ne sont pas le photovoltaïque. Vous allez me dire, c'est intéressant pour un distributeur de matériel photovoltaïque. Oui, comme vous, en fait, on essaie de se réinventer. Le photovoltaïque a beaucoup changé de façon subite, euh, de façon profonde. Et l'idée, à travers mon service, c'est de voir quels sont les relais de croissance qu'on peut avoir derrière, quels sont les métiers en fait qui vont venir petit à petit se greffer à notre métier de base d'installateur, d'expert photovoltaïcien. Aujourd'hui, je vous propose d'aller un peu plus sur le terrain de la batterie. Et l'idée, c'est de creuser des business models qui pourraient exister, des nouvelles idées qu'on voit ici et là germer. C'est de mettre des noms. On a beaucoup de concepts en tête, c'est d'essayer de caler un peu ça et puis vous donner un peu plus de concret. Euh, D'avance, je m'excuse par rapport au sujet qu'on va aborder. Pour certains, ça risque d'être de la redite parce que c'est un webinaire qu'on a déjà fait une paire de fois. Pour d'autres, au contraire, ça risque d'aller un peu vite parce que l'idée là, c'est qu'on aille directement dans le concret. Donc, si jamais on va trop vite ou pas assez vite, s'il vous plaît, ne nous en voulez pas. On essaie de trouver le bon niveau, mais on reste disponible à côté. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter, poser les questions dans le chat. On est là pour ça. Et si vous avez un projet spécifique ou qui est en phase amont ou phase beaucoup plus développée, n'hésitez pas à nous le faire savoir et on sera très content d'aller creuser le sujet avec vous. Euh, Toc. Je vois que Thomas s'est aussi joint à nous. Peut-être que je peux te Bonjour laisser à une toutes et seconde tous. pour. Salut Thomas. Je peux peut-être te laisser une seconde pour que tu te présentes rapidement et que tu présentes Tilt. Et puis ensuite, moi, je continue un peu la partie intro de la présentation. Oui, bien sûr, avec plaisir. Bonjour à toutes et tous. Mes excuses pour mes quelques minutes de retard. Donc, je suis cofondateur en charge du développement chez Tilt Energy. Tilt Energy, on est une startup française créée il y a plus de 3 ans et on développe une plateforme de flexibilité diffuse. Donc, c'est-à-dire que notre métier est très simple, c'est décaler des charges sur des actifs électriques à distance de manière automatisée et faire rémunérer ces décalages sur le réseau par l'opérateur de réseau, RTE en l'occurrence, quels que soient les actifs qu'on pilote. Donc, ça peut être des onduleurs PV, ça peut être des bornes de recharge, des systèmes CVC et GTB sur des sites tertiaires, et évidemment de plus en plus de batteries. Et c'est le sujet du webinaire d'aujourd'hui. Merci Thomas. Je vais commencer par une slide que tu connais certainement, ou en tout cas une page que tu connais certainement. C'est le prix de l'électricité. Economics, c'est RTE qui le publie, et ça donne grosso modo le prix de l'électricité en France. Alors, je le présente régulièrement et j'aime bien le représenter là parce qu'en fait, ça donne une vraie bonne image de ce qui est en train de nous arriver en ce moment. Ce que vous voyez à l'image, c'est le prix de l'électricité en France. Bon, première constatation qui commence à devenir maintenant une bonne habitude, c'est que l'électricité ne vaut pas grand-chose en pleine journée. Alors là, on n'est pas encore dans des phases de négatif, mais on se rend compte par exemple que si on prend aujourd'hui, à partir de 10h15 jusqu'à grosso modo 17h, le prix de l'électricité est à zéro. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit intégrer dans notre grille de lecture maintenant. Et le deuxième point qu'il faut maintenant bien comprendre, c'est qu'on a de la valeur même dans ces situations-là où l'électricité ne vaut pas grand-chose. Alors où est-ce qu'on va capter cette valeur-là dans un mot anglais qui s'appelle le spread, qui en fait montre la variation du prix de l'électricité. Donc il y a de la valeur à aller capter sur cette variation-là aussi.
sont des choses que naturellement, nous, industrie du photovoltaïque, on va pas aller chercher, voire même c'est en partie nous qui sommes responsables de cette situation parce qu'on se rend compte que les parties où la production, le prix de l'électricité est à zéro, correspond grosso modo aux périodes où le soleil produit bien, où du coup, nous, industrie du photovoltaïque, on contribue avec notre kilowattheure PV. Euh, Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ce spread-là apporte d'autres possibilités aujourd'hui pour les industriels, évidemment, donc à travers du pilotage, à travers des opportunités qu'on peut aller chercher, ou à travers la batterie. Et le schéma de base de ce schéma-là, ce serait de dire, je recharge ma batterie quand l'électricité n'est pas chère, voire même à zéro, comme c'est le cas aujourd'hui, et je la restitue. Donc ça, si je prends le cas d'aujourd'hui, à 22 heures, l'électricité va valoir quelque chose de l'ordre de 13 centimes, 130 euros du mégawattheure. Donc, si je fais juste une charge-décharge, je peux aller chercher ce delta-là. Donc, ça ouvre des opportunités. C'est ces opportunités-là aujourd'hui qu'on essaie d'aller chercher avec TIP. Je vais revenir sur ma présentation. Évidemment, Thomas, si je dis une bêtise, si je dis quelque chose ou si tu veux compléter, tu peux intervenir. Tu connais tout ça par cœur maintenant, mais je n'hésiterai pas. Que trop. Merci. Alors là, petit indicateur là, sur l'évolution justement de ces passages en prix négatif ou nul. Alors vous avez des courbes année après année, on voit l'évolution. Donc ça, c'est l'UFE qui le met à disposition. On voit qu'en 22, il n'y a pas eu grand-chose. 21, 22, c'était tout léger, le nombre de passages justement en heure creuse, en heure négative. On se rend compte que depuis 2024, c'est en train d'exploser. 25, c'est encore plus haut. Et 26, à date, on est déjà à 450 heures d'heures négatives. Donc, c'est-à-dire que c'est autant d'opportunités qu'on a potentiellement loupées. C'est des moments qu'on aurait pu aller chercher pour aller jouer avec de la batterie ou alors aller piloter des actifs. Deuxième gros événement qui a eu gros événement dans cette industrie-là, en tout cas, c'est que on a eu un prix négatif à quasiment moins 500 euros du mégawattheure. Donc, c'est-à-dire que le creux était tellement bas qu'à un moment donné dans la journée, vous étiez payé à hauteur de 50 centimes du kilowattheure pour aller consommer. Ce qui est une anomalie complète, mais ça fait partie maintenant des règles de notre marché. Donc, c'est à nous d'aller le chercher et puis de l'intégrer en fait dans nos modèles pour savoir comment en tirer le meilleur. Tout ça nous emmène à dire deux, trois petites choses. Encore une fois, on est sur un peu de la redite, mais notre métier, tel qu'on l'a fait jusque-là, à coup d'obligation d'achat, c'est fini. Ça, faut qu'on l'intègre. Et a priori, il n'y aura pas une renaissance de ce truc-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, le problème dans lequel on est aujourd'hui vient en partie du fait qu'on ait fonctionné beaucoup en obligation d'achat, où on ne nous demandait pas, nous, industrie du photovoltaïque, de nous adapter aux conditions du marché, aux règles du jeu du marché. Maintenant, on nous le demande. Donc, on va trouver des solutions. Tout ça étant dit, l'énergie photovoltaïque reste l'énergie. Et là, tous les mots que vous voyez en face dans ce petit nuage de mots sont très valables encore aujourd'hui. C'est compétitif, c'est flexible, c'est décarboné. Et vu les situations dans lesquelles on est aujourd'hui, on a besoin d'électrifier, on a besoin d'assurer une transition vers potentiellement les nouvelles centrales nucléaires qui vont sortir de terre. Tout ça est encore vrai et sera d'autant plus vrai. Donc maintenant, à nous de trouver comment faire en sorte que le kilowattheure PV qu'on va sortir avec tous ces avantages-là colle à une réalité en face du client. Et là, ça arrive sur cette petite slide-là où il y a plein de mots. Le truc que nous, on dit, de façon un peu provocatrice, parce qu'on se l'applique à nous-mêmes, c'est que le métier de l'installateur photovoltaïque est mort. Tout comme le métier de distributeur photovoltaïque est mort. Le métier de demain, c'est, alors nous on l'appelle expert énergétique, j'ai mon collègue qui l'appelle aussi le PV 3.0. Pourquoi 3.0? Parce qu'en fait, il n'y a pas eu de 2.0. Tous ceux qui s'attendaient potentiellement à avoir une petite sortie un peu douce de l'obligation d'achat vers le joyeux monde on a quand même quelques petits filets de secours pour aller gentiment vers l'après photovoltaïque, se sont trompés. On l'a vécu de façon très violente fin d'année dernière. On s'attendait à ce que l'AOS ou le 100 kg puisse nous sauver. La réalité, c'est que ça risque d'être pas forcément des filets de secours très, très solides. Et on risque de devoir faire vivre notre industrie par nous-mêmes. Et du coup, ça nous emmène sur tous les termes qu'on vous voyez là à l'écran. Et notre bon conseil, c'est de dire faut les maîtriser. À défaut, pour savoir en parler, pour pouvoir le vendre, pour pouvoir l'intégrer dans le business, ou sinon, quand on entend parler en face, pouvoir dire, OK, ça, c'est un truc auquel je ne crois pas, donc je veux pouvoir argumenter contre cette technologie-là.
Donc, c'est des sujets qu'on doit aborder. Et là, en tant que distributeur, moi, les sujets sur lesquels je peux aller me positionner aujourd'hui, parce que ça implique du matériel, sont les quelques sujets qu'on voit là. Donc, ça va être toute la partie électromobilité, ça va être toute la partie EMS. On va parler beaucoup de batterie, c'est l'objet du jour. ACI aussi, j'en parle un petit peu parce qu'il y a un vrai travail, il y a un vrai savoir-faire maintenant pour vous, industriels, d'aller comprendre comment travaille un industriel, savoir comment il consomme, son profil de consommation, pour savoir comment vous allez vous positionner en face pour aller lui apporter la bonne solution. Quelques petits quelques rappels de comment la batterie va fonctionner. En gros, il y a deux schémas aujourd'hui qui vont coexister. Il y a ce qu'on appelle le FTM et le BTM. C'est des termes que vous allez souvent voir et revoir. Ce qu'il faut retenir, c'est il y a deux façons de faire avec la batterie. La première, ça va être le FTM. Et là, le FTM, si on schématise beaucoup, c'est une batterie qui est connectée au réseau, elle ne regarde que le réseau. Et ça, c'est la partie que Thomas va développer juste après. Elle se rémunère que grâce au service qu'elle va rendre au réseau. Le deuxième schéma, ça va être ce qu'on appelle le BTM. Le BTM, la batterie est positionnée, donc comme vous voyez, après le compteur, chez monsieur le client, dans son industrie, dans son bâtiment. Et là, le but du jeu de la batterie, c'est d'aller travailler sur tout ce qu'il peut faire au sein de l'industrie. Potentiellement, ça va être avec du photovoltaïque. Donc, je consomme un peu plus d'énergie photovoltaïque parce que j'arrive à la stocker et la restituer. Je vais travailler sur de l'écrêtage, je vais travailler sur les tarifs. Je recharge quand c'est en heure creuse, je restitue quand c'est en heure pleine. Et donc, c'est uniquement des mécanismes d'économie. Euh, Là, je les présente tous les deux séparément. Il peut y avoir aussi des schémas où on peut potentiellement avoir un peu d'application locale et un petit peu d'application réseau. Un petit rappel aussi et là je vais aller plus dans le matériel cette fois, c'est sur l'évolution du prix de la batterie. Alors il y a deux choses à bien garder en tête et que ça serve aussi un peu de petit garde-fou pour le marché du moment. La batterie baisse, ça c'est une excellente nouvelle. Le prix des batteries est grandement à la baisse et 2026 confirme ça. Il y a les technos qui sont en train de bouger, on a de plus en plus de matières premières accessibles et en plus il y a une compétition hyper forte, notamment en Chine, qui font que la batterie est en train de baisser. Cependant, il y a un petit risque, c'est qu'aujourd'hui, quand on met ça dans la balance, on se rend compte qu'il y a grosso modo une capacité de prod de 3 à 4 fois supérieure à ce que le marché est capable de consommer. Ça crée un risque, ça crée plusieurs petits risques. Premier, c'est que le prix qu'on constate aujourd'hui sur le matériel, ça n'a aucune réalité industrielle. C'est juste de la compétition. Ça peut être de la compétition, ça peut être juste de la mise en compétition entre fabricants. Ça nous emmène sur le deuxième point, qui est la stratégie des fabricants, notamment asiatiques, où ils se disent tous, il faut qu'on soit le plus gros pour y arriver. Le problème, c'est que quand tout le monde se dit ça, il y a beaucoup de gros, et au final, il y en a quand même quelques-uns qui vont pas passer le cap. Nous, distributeurs, ça nous crée deux petits soucis. Le premier, c'est les garanties. Aujourd'hui, quelle est la garantie que j'ai d'avoir un fabricant qui sera encore là dans 10-15 ans, une fois que j'aurai installé la batterie? Deuxièmement, et ça c'est peut-être un peu plus vicieux, c'est toute la partie fiabilité avec un impact direct sur la sécurité. Et la sécurité, quand il s'agit de lithium, ça devient quelque chose de très critique parce que, comme vous le savez tous, le lithium a une sale habitude à flamber quand c'est très mal fait. Donc, on a besoin d'avoir aussi ces jalons de sécurité pour nous sourcer et puis vous, derrière, vous alimenter en batterie. Pour vous donner quelques chiffres, si on regarde de très loin l'industrie de la batterie mondiale, le tiers 1, les gros acteurs, on les connaît plus ou moins tous, notamment ceux qui viennent du monde de l'industrie automobile. C'est une quinzaine d'acteurs. On va avoir du CATL, qui est le plus grand fabricant de cellules au monde, du BYD, du Huawei, qui sont des marques connues qui ont déjà un business, pas forcément que dans l'industrie de la batterie. BYD fait des voitures, Huawei fait des onduleurs et des téléphones. Ils sont sur autre chose, donc ils ont cette forte bancabilité, cette forte crédibilité. Ensuite, il y a tout un second rang d'acteurs qui sont, eux, un peu plus spécialisés dans la batterie. Et là, il y en a déjà entre 50 et 100, suivant là où vous mettez le seuil. Ce qui est dangereux, c'est en gros toute cette partie tier 3, où on estime qu'il y en a entre 500 et 1000, alors les chiffres varient dans tous les sens. Mais aujourd'hui, construire une batterie, c'est pas très compliqué. On trouve quasiment tout disponible sur des étagères, on peut tout mettre dans une armoire, on fait quelques branchements et une batterie est prête à partir. Le risque, c'est est-ce que le fabricant qui l'a assemblé va durer dans le temps? Est-ce qu'il a vraiment tenu compte de toutes les spécificités qui font qu'une batterie va durer dans le temps? Et ça, c'est ce qu'on essaye, nous, d'éviter. Donc,
marché très, très éclaté. On se rend compte qu'une grosse part de marché est détenue par quelques grands acteurs, quelques acteurs. Donc, c'est hyper concentré, mais il y en a beaucoup qui essaient de manger une petite part de ce gâteau-là. Faut s'en méfier. C'est un marché qui va bouger, pour ceux qui ont la chance d'aller à Intersolar cette année, probablement vous allez encore voir une dizaine, une centaine de nouveaux fabricants qui vont sortir de terre de nulle part. Or, nous, notre gamme, elle va se construire autour de tous ces fabricants que là, vous voyez à l'écran. Le message de base que nous, on va avoir chez BayWa, c'est de dire on ne va pas partir avec un pure player de la batterie. Parce que justement, ça manque d'historique et on ne sait pas comment ils vont se positionner. Comment ils vont se positionner dans le temps. Les fabricants que vous avez à l'écran ont systématiquement un autre business qui tourne. Donc, c'est-à-dire qu'ils arrivent avec une expertise. La plupart de ce que vous voyez là sont du monde de l'onduleur photovoltaïque. Donc, ils viennent avec cette culture, cette rigueur, cette solidité financière de ce monde-là, leurs compétences techniques aussi. Ils vont fabriquer de l'onduleur, le refroidissement, tout ça, c'est leur métier. La supervision, c'est également leur champ de compétences. Donc, que ce soit un Goodwill, Huawei, SolarEdge ou SMA, ça va être leur force principale. La seule exception dans le schéma qu'on vous présente aujourd'hui, c'est WES. WES a cette spécificité d'avoir CATL, donc qui est le plus grand fabricant de cellules au monde, à son actionnariat. Donc eux, en fait, arrivent avec une autre histoire qui est de dire, nous, la partie électronique de puissance, c'est pas notre métier. Par contre, la partie chimie, lithium, cellules, on connaît. On connaît parce on s'adosse sur le plus grand fabricant au monde et lui, il nous fait confiance pour mettre un peu de billes dans notre organisation. Donc là, on arrive avec l'autre partie de l'histoire qui est la partie chimie matérielle. Je ne vais pas rentrer volontairement sur le détail des produits, mais je suis très disponible pour en discuter après coup, pour voir quelles sont les bonnes solutions pour vos projets. J'ai juste abordé quelques petites nouveautés, comme ça après je laisse la main à Thomas pour qu'il prenne le relais sur la partie rémunération. Une différence qu'on voit arriver de plus en plus, c'est le couplage. Jusque-là, on connaissait beaucoup les batteries en couplage AC, c'est-à-dire qu'on mettait la batterie, donc c'est le schéma du bas, la batterie a son propre onduleur et puis elle fait sa vie avec le réseau. Ce qu'on voit arriver de plus en plus, c'est ce qu'on appelle le couplage DC. Pour ceux qui font du résidentiel, c'est quelque chose de très commun. C'est en gros, vous avez une batterie, un onduleur, pardon, qui lui-même va se connecter au photovoltaïque d'un côté et à la batterie de l'autre. Ce schéma-là est intéressant pour les quelques petits points que j'ai mentionnés sur le côté, mais sur un point principal en ce moment avec nos amis d'Enedis, c'est que quand vous faites une batterie en couplage AC, vous êtes obligé de venir cumuler d'un côté la puissance de l'onduleur photovoltaïque et de l'autre côté la puissance de l'onduleur de la batterie. Imaginons vous avez 100 kg de PV et 100 kg de BESS, vous devez faire une demande de RACO à 200. Dans le cas d'un onduleur hybride, vous faites qu'une seule demande de RACO parce que les deux sont au-dessus. Donc, ça vous simplifie grandement les soucis de raccordement. Derrière, ça apporte 2-3 avantages. Quand vous avez une installation neuve qui part en PV avec de la batterie, partez sur un onduleur hybride parce que ça va être plus performant en global, parce que ça va vous simplifier les évolutions. On peut surdimensionner jusqu'à 200% la partie photovoltaïque. Donc, pour tous ces éléments-là, vous avez tout intérêt à aller sur des solutions hybrides. Là, je vous donnais quelques chiffres, quelques éléments, mais en gros, aujourd'hui, les onduleurs font 30, 40, 50, 80, 100, voire même à 120 kg qui arrivent chez nos amis de Goodwill. Et derrière, ils ont des batteries qui vont de 60 kg à 112. Ils ont même une 200 kg qui va arriver courant d'année. Donc, vous avez vraiment le meilleur des deux mondes. Pour vous qui êtes dans le photovoltaïque et qui souhaitez aller dans la batterie, là, vous avez une super techno. Je ferme cette première parenthèse du DC. J'ouvre une deuxième parenthèse qui est sur nos amis de chez WES qui ont une solution qui peut être intéressante. Aujourd'hui, en France, on constate que quand on fait des demandes de RACO, on a pas mal de fois des demandes de RACO qui sortent à 250 kVA. Donc, c'était toujours aujourd'hui des solutions où il fallait mettre multiples petites batteries. Ce qui est intéressant chez nos amis de WES, c'est qu'ils ont une batterie qui s'appelle la G2, qui arrive avec un onduleur de 250 kVA. Donc, ça colle pile poil à ce que vous allez faire sur le point de RACO. Vous mettez 250 kVA, vous avez 500 kWh de stockage. Ça permet d'avoir une batterie doseur qui est prête à partir et qui correspond à un usage industriel en face. Donc, c'est vraiment pour ce côté plug and play que je parle de cette solution-là. Gardez-la en tête parce qu'elle permet de simplifier beaucoup d'autres choses à côté. Au-delà du prix, évidemment, vous allez pouvoir économiser sur le TGBT, sur le RACO, sur les passages de câbles, la construction de la dalle. Le dernier point que je souhaitais aborder avec vous, c'était l'offre de nos amis de Huawei qui, eux, font un pas de côté. Alors, il y a de la batterie,
et de la batterie qui est couplée aujourd'hui avec un système de recharge IRVE en couplage DC. Donc ça, c'est intéressant. Si on regarde aujourd'hui où se positionne la batterie, clac, je vais prendre le pointeur, là. Et en fait, elle se positionne sur le bus DC-DC. Donc, je fais ma conversion du réseau vers les bornes. Les bornes sont en DC. Et ben là, je vais mettre une batterie. Ça permet de venir charger la batterie, typiquement quand l'électricité n'est pas chère. Ça, c'est une solution. Mais aussi de pouvoir envoyer de grosses puissances dans les bornes sans forcément avoir le raccord réseau qui va avec. Et ça, on sait tous que maintenant, ça devient un point clé. Donc l'idée, c'est de pouvoir aussi jouer avec le réseau, de pouvoir envoyer de la puissance d'un côté dans les bornes sans forcément avoir une grosse puissance en termes de raccord. Donc c'est autant de nouveaux éléments techniques qui existent aujourd'hui. Donc si l'un de ces sujets-là vous parle, n'hésitez pas à revenir vers nous et on sera un plaisir de vous expliquer un peu plus en détail ce qui se cache derrière. Moi, je m'arrête là et je passe la main à Thomas qui va vous expliquer maintenant comment faire de l'argent avec tout ça. On te fait confiance, Thomas. Alors, ton micro est coupé. Ouais, je suis en train de trouver comment partager voilà, mon écran. Et là, normalement, c'est bon. Et c'est bon. Voilà, fantastique. Merci beaucoup, Pras. Rebonjour à toutes et tous pour ceux qui viennent de se connecter. Donc, moi, je vais essayer de vous détailler de manière la plus claire possible comment, en effet, on génère des revenus, notamment sur les marchés de flexibilité, avec un actif batterie. L'idée de base, c'est que le métier du gestionnaire de réseau, RTE en France, c'est d'équilibrer le système électrique, c'est-à-dire d'avoir toujours une production qui est égale à une consommation. Et pour arriver à ça, à chaque instant, donc chaque seconde, pour éviter évidemment le blackout et pour permettre à tout le monde de consommer l'électricité quand il en a besoin. Ça veut dire qu'il doit activer des volumes de flexibilité à la hausse ou à la baisse dans certains moments pour participer à cet équilibrage. Et il ne le fait pas lui-même, il fait appel à des tiers, des agrégateurs, c'est un mot qu'on leur donne, des opérateurs de flexibilité ou autres, qui, dans les moments de tension sur le réseau, parce qu'il y a un trop-plein de consommation ou un trop-plein de production, activent des volumes qu'ils gèrent pour baisser la production, augmenter la production, baisser la consommation, augmenter la consommation. Et RTE paye ces acteurs en fonction du temps qu'ils mettent et en fonction des volumes qu'ils activent sur ces marchés de flexibilité et paye potentiellement assez cher. L'attrait principal d'un actif comme une batterie, c'est que c'est un actif qui a un stock et qui ne change pas les opérations d'un site. Autrement dit, quand on active du chauffage à la baisse et qu'on coupe 1 heure de chauffage ou 1 heure de clim, bon, y a une conséquence sur le site, ou quand on éteint une ligne de production, ou quand on éteint une centrale, il y a une conséquence sur le site. Versus une batterie, elle sert à ça, à avoir ce stock tampon et permettre au site, qu'il soit de production ou de consommation, de continuer à vivre sans impact sur lui. Bref, donc ça, c'est un petit peu l'idée générale. On pourra revenir après sur les différents mécanismes, mais la batterie génère de la valeur sur les marchés de flexibilité et aussi sur ce qu'a décrit Prasanna, le spread sur les marchés de l'électricité, c'est-à-dire simplement charger la batterie quand l'électricité ne vaut rien, ou voire même on nous paye pour la prendre, et la décharger quand ça vaut plus cher. Nous, chez Tilt, toutes nos projections de revenus, parce qu'un actif batterie, c'est un actif qui va durer 10-15 ans, donc il faut réussir à se projeter sans un contrat comme un contrat d'OA qui nous dit un prix pour 20 ans. Donc on se base sur des gens dont c'est le métier. Il y en a un certain nombre, Baringa, Aurora, Clean Horizon. On a choisi Clean Horizon parce qu'ils sont spécialisés sur les batteries et qui projettent à 5, 10, 15, 20 ans les revenus de flexibilité et puis les revenus sur les marchés de l'électricité sur le spot. Évidemment, ils se plantent parce que n'importe quel prévisionniste, quand bien même il voudrait prédire le prix de la carotte à 3 ans, se planterait, mais ça donne un ordre de grandeur et surtout c'est bancable. Aujourd'hui, les financeurs, les banques, font confiance à des acteurs comme Clean Horizon sur leurs projections de revenus et peuvent débloquer du financement grâce à eux. Ça ne suffit pas, il faut aussi avoir une équipe en interne, une expertise, les accréditations RTE et avoir déjà tradé sur les marchés, avoir déjà opéré ce type d'actifs, des gens qui connaissent finement les marchés
pour savoir comment le régulateur va potentiellement faire évoluer, comment les volumes vont évoluer à long terme, parce que c'est à la fois du très long terme, hein, et on pourra y revenir, mais les prix de l'électricité et les prix de flexibilité dépendent énormément de données météo et climatiques, potentiellement, quand est-ce que le nouveau nucléaire va se déployer en France, quand est-ce qu'il va y avoir des maintenances sur le nucléaire historique, de la pénétration du renouvelable à venir, de crises potentiellement en géopolitique, Hormuz ou Ukraine, des acteurs qui ont installé leur batterie, disons en janvier 22, avant la guerre en Ukraine, elles sont rentabilisées depuis belle lurette, ces batteries. Donc voilà, on est dépendant de tout ça à long terme. Et il faut quand même avoir une forme d'expertise et avoir des gens dont c'est le rôle que de nous projeter sur ça. Les marchés, bon, je ne vais pas le détailler là parce que je pense qu'on l'a déjà fait une centaine de fois et vous poserez des questions si vous en avez. Mais en gros, l'idée générale, c'est qu'on est parfois payé en capacité, c'est-à-dire qu'on met des volumes, on promet des volumes à RTE et on est payé pour ces volumes qu'on promet à des moments, parfois payé en énergie. En énergie, ça veut dire que là, pour le coup, c'est des volumes qui sont activés, donc ils sont réellement décalés, réellement effacés. Donc la capacité, c'est en kilowatts, en mégawatts, l'énergie, c'est en kilowattheure, en mégawattheure. Et ensuite, plus on va vers la droite, plus c'est des mécanismes rapides. Donc plus on est capable de s'activer en quelques secondes, enfin quelques minutes, puis en quelques secondes, mieux on est payé. Parce qu'évidemment, RTE valorise ça. Ça, c'est l'idée générale. On pourra revenir évidemment sur chacun des marchés plus tard. Là, c'est la modélisation donc, basée sur Clean Horizon et retravaillée avec Tilt sur 15 ans d'une batterie de 108 kW, 215 kWh. La première année, c'est seulement le S2 de 2026, puisque là, de toute façon, le S1, on ne pourra pas le capter. Ce que vous voyez, c'est que c'est assez décroissant et que ça se stabilise autour d'une dizaine de milliers d'euros par an. C'est à nouveau, c'est les projections. Et surtout, il y a une manne importante qu'on a mis à SSY, c'est les services systèmes, donc c'est l'AFRR, c'est la réserve secondaire, qui est aujourd'hui la plus rémunératrice de très loin, mais qui, au fur et à mesure où de plus en plus de batteries vont être installées en France, va se réduire par simple effet de saturation. C'est les projections. Est-ce que ça prendra 1 an, 2 ans, 3 ans? On ne sait pas. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'il y aura forcément des pics de valeur sur les services systèmes à un moment, pour toutes les raisons macroéconomiques et géopolitiques que j'ai évoquées avant. Donc ça, on ne peut pas le projeter, c'est impossible. Et surtout, vous voyez quelque chose d'intéressant, c'est le DA/ID/MA, donc c'est le trading, DE intraday, sur le marché spot, qui est pour le coup très stable. Et c'est vraiment ce que disait Prasanna, et c'est ce qui est aujourd'hui bancable, c'est aujourd'hui tout ce que vous voyez sur offre de floor ou autre, c'est sur ça. Tout le monde est suffisamment confiant pour se dire qu'à 10, 15, 20 ans, le spread entre le prix le plus bas et le prix le plus haut chaque jour va rester plutôt stable en France et dans certains autres pays en Europe. Et c'est ça qui est bancable, et c'est ça que la batterie, dans tous les cas, dans le pire des cas, c'est-à-dire que dans le pire des cas, il n'y a même plus de service système, il n'y a plus de réserve, etc. C'est un monde qui n'adviendra pas, hein, mais disons que si on stretch vraiment le BP, voilà, on sait qu'il y aura toujours un marché spot, et on sait qu'il y aura toujours un spread à aller capter avec la batterie sur ce spread, et c'est ce qui aujourd'hui, on peut garantir sur le long terme. Voilà, bon là je reprends les différents schémas de raccordement que Prasanna a développé. Il y a plusieurs choses, hein. C'est sur le site de consommation, donc derrière le compteur, sur un site industriel ou un site tertiaire, avec un avantage important, c'est le délai d'installation, de raccordement, le fait de pouvoir aussi optimiser l'autoconsommation du site, le fait d'optimiser en fonction du contrat de fourniture. C'est-à-dire que si le client a un contrat dynamique, eh bien, on peut charger la batterie en heure creuse et la décharger en heure pleine, ou même s'il a un contrat spot optimisé sur ça. Le point négatif, c'est qu'on est contraint par la consommation du site. C'est un site de soutirage, donc on soutire plus ou moins grâce à la batterie, mais tout dépend, dans ce qu'on va valoriser, de la consommation du site, puisque la batterie va permettre de consommer plus jusqu'à la puissance souscrite ou moins de la consommation à T0
jusqu'à 0. Donc en fait, il faut être assez serein sur le fait que le site va continuer à consommer potentiellement à long terme et potentiellement de manière stable. Voilà, c'est le seul problème. Et puis voilà, sur des gros sites industriels, ça pose pas forcément de problème. Ensuite, il y a la stand-alone où là, on fait ce qu'on veut dans tous les sens. Simplement, le délai de raccordement est un petit peu plus long en fonction. Après, basse tension, HTA, on peut en débattre. Et puis ensuite, les hybrides sur un site de production, où là, c'est encore différent. On est un peu de la même manière que sur le site Behind the Meter avec de la consommation. Parfois, on a des raccordements plus rapides. Parfois, on peut optimiser l'électron produit par le PV. Mais on est forcément capé par enfin, en tout cas, oui, l'élément dimensionnant et la production qui détermine le sens des services qu'on peut rendre au réseau et le volume qu'on peut mettre. Et donc la solution à ça, c'est la colocalisation, c'est-à-dire un même site, mais un compteur différent. Ça marche pour la prod, ça marche pour la conso, et ça simplifie puisqu'on revient quasiment à une situation de stand-alone où on peut faire plus ou moins ce qu'on veut avec l'actif. Voilà, bon, on pourra à nouveau, s'il y a des questions, avec grand plaisir pour en parler. Je pense que ces slides ont... Je vais me Oui, permettre une petite remarque, Thomas. bien sûr. Pour vraiment aller sur le sujet de la colocalisation et chez la partie des installateurs qui sont présents sur le monde de l'agri, qui ont fait beaucoup d'agri PV, la colocalisation est hyper intéressante parce qu'en fait, il y a 2-3 sujets qui peuvent être bloquants pour un autre sur lequel vous risquez d'avoir un avantage. Le premier, c'est que le foncier, vous le connaissez déjà. Donc, s'il faut aller mettre la batterie dans le jardin de Monsieur X où vous avez fait juste avant la toiture, a priori, vous avez déjà la confiance, vous êtes déjà en relation avec lui. Il peut vous mettre à dispo un peu de foncier facilement. Deuxièmement, logiquement, le site, vous le connaissez aussi. C'est vous qui connaissez potentiellement mieux le poste transfo qui est à côté. Donc, vous savez s'il y a de la place ou pas. Et ça, c'est le nerf de la guerre. C'est de trouver de la place dans le transfo à un coût raisonnable. Si vous avez cet avantage-là, vous avez un deuxième avantage qu'un autre pourrait ne pas avoir parce que lui ne connaît pas, un concurrent n'irait pas connaître le fonctionnement du transfo sur ce poste-là. Troisième point, c'est peut-être celui sur lequel vous pouvez faire la différence grâce à vos talents commerciaux. Aujourd'hui, l'une des problématiques qu'on voit, c'est le financement. Et ça, Thomas va vous expliquer ce qu'on est capable de faire, mais ce qu'on n'est pas non plus capable de faire en termes d'engagement. Mais aujourd'hui, un client qui vous a fait confiance à plusieurs reprises sur des installations PV sur ses sites agri, potentiellement, il pourrait vous faire confiance sur du BESS. Donc, vous avez aussi cette relation de confiance à travailler avec lui. Donc, c'est tout un tas de petits éléments qui font que vous, installateur, qui avez travaillé dans l'agri, dans le domaine agri, vous avez peut-être 2-3 avantages par rapport à un tiers qui débarquerait là. Et je referme la parenthèse et je te laisse prendre la main. Merci, Prasanna. Non, mais c'est très, très, très important. Là, je vous donne quelques ordres de grandeur, notamment sur le Behind the Meter, sur site de consommation. Voilà, on peut aller gagner jusqu'à 30 points d'autoconso, en fonction évidemment du dimensionnement du PV et de la batterie. Gagner jusqu'à 30% du coût de l'énergie sur la facture quand le client a un contrat spot. Tout ça, c'est des économies de facture pour le client. Et puis aller valoriser sur la batterie de 100 kg jusqu'à une douzaine de milliers d'euros par an sur les flexibilités, donc à se partager. Ce qui fait qu'on peut arriver à des temps de retour sur investissement de 3, 4, 5 ans, évidemment, en fonction des dimensionnements, en fonction des prix CAPEX, évidemment aussi. Mais voilà, ça reste des choses qui sont assez intéressantes. Voilà, ça c'est un exemple d'étude qu'on peut aller faire sur un site tertiaire avec le cyclage. Donc on est sur un cycle et demi au maximum par jour sur une année. Et donc on montre les gains qu'on peut générer par an grâce à un actif batterie, donc l'autoconsommation, l'optimisation tarifaire en fonction du contrat du client, puis les flexibilités auprès d'RTE et donc des nouveaux revenus qu'on se partage. Sur le standalone, c'est d'ailleurs bon là c'est simplement le revenu cher, donc c'est notre modèle, j'en profite. Le modèle de Tilt Energy, c'est le partage de valeur, donc tout ce qu'on génère comme revenu sur les marchés de flexibilité, on le partage avec le propriétaire de l'actif. Et on ne se rémunère que comme ça, il n'y a pas de frais fixes, donc les intérêts sont hyper alignés. Nous, notre seul moyen de revenu, c'est de générer des revenus de flexibilité. Donc voilà, et ça, c'est l'étude de valorisation donc sur une stand-alone avec les revenus qu'on anticipe, avec, voilà, comme je le disais, l'opportunité à court terme sur la FRR
Et puis à plus long terme, une stabilisation des revenus autour de 8-10 000 euros. L'objectif, évidemment, à la fin, c'est de maximiser le TRI. Donc on maximise le TRI en baissant les coûts, on maximise le TRI en augmentant les revenus, on maximise le TRI en augmentant le financement, potentiellement. Et pour augmenter le financement, bien souvent, pour convaincre le banquier, il faut qu'il y ait une part de revenus qui soit contractualisée, qui soit florée, enfin un revenu minimum. Donc nous, on ne fait pas ça, parce que ce n'est pas notre métier chez Tilt, mais il y a des acteurs, des partenaires à nous, dont c'est le métier de projeter à 5, 10, 15, 20 ans, comme je le disais, le spread spot sur lequel ils sont suffisamment sereins pour dire, moi, je vous donne une garantie que si vous avez un actif qui peut répliquer le spread spot pendant 15 ou 20 ans, je vous donne ce prix. Et donc, nous, on fait des offres sur 3, 5, 10 ans avec nos partenaires pour vous permettre d'aller contractualiser grosso modo un tiers des revenus qu'on vous présente, entre 30 et 40% des revenus qui sont présentés et qui permettent de dérisquer en partie le projet. Après, il faut voir combien de financements vous arrivez à débloquer, quelles sont les hypothèses que l'on prend. À chaque fois, voilà, nous, on met des scénarios bas, médians et hauts. Donc, tout ça, c'est des discussions de toute façon, tripartite, quadripartite. Et c'est là où c'est la complexité, la nouvelle complexité que décrivait Prasanna et sur laquelle on vous accompagne, BayVa et Tilt, parce qu'il faut aller potentiellement parler à quelqu'un qui fera une offre de floor, donc un gros utilities français ou européen. Il faut parler à un agrégateur, Tilt Energy, qui essaye de faire en sorte qu'il vous explique les marchés de manière suffisamment claire, pédagogique. Il faut essayer de faire baisser les coûts CAPEX, mais sans trop prendre de risques sur l'actif, le SAV ou autre, comme le disait Prasanna. Il faut aller convaincre un banquier qui, lui aussi, n'a pas forcément encore trop compris les marchés de flexibilité et d'électricité, parce que c'est pas complètement son métier non plus. Donc voilà, et puis il faut aller comprendre, parler avec Enedis de ces nouveaux modèles, de comprendre aussi quelle turp on va payer, quels sont les coûts de maintenance, d'assurance de ces nouveaux actifs. Enfin voilà, c'est une nouvelle complexité sur laquelle vous avez besoin d'intermédiaires de confiance, et je pense que BayVa et Tilt en font partie. En tout cas, on est à votre disposition pour avancer sur ces sujets-là. Une slide qui est intéressante qu'on a travaillé là récemment, c'est sur les 12 derniers mois, si vous aviez installé un actif en avril 2025, combien est-ce que vous en aurez généré? Donc voilà la réponse. Sur une batterie standalone, donc toujours la même taille, hein, on aurait généré plus de 30 000 euros à se partager, hein, évidemment. Donc ça, c'est revenu brut. Et entre 20 et 25 000 sur une batterie derrière le compteur, sur un site industriel. Alors, Prasanna connaît bien mieux que moi les prix de ces actifs, mais on est en effet pas loin d'avoir dérisqué, ou en tout cas récupéré un quart, un tiers en net de l'investissement seulement en un an. Donc, c'est quand même assez rare ce type d'investissement, donc ça mérite d'être noté. Je ne sais pas si Prasanna, tu veux commenter sur ça, notamment sur les prix que tu connais bien mieux que moi. Oui, exactement. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de batterie, pour toutes les raisons évoquées jusque-là, il y a toujours ce truc de mais il n'y a pas de garantie comme un AO, comme une obligation d'achat avec un contrat qui est backé par l'État français. C'est sûr. Par contre, là, les opportunités qu'on voit, c'est que avec la rémunération qui est très forte, là, dans l'immédiat, et c'est potentiellement là où on a le plus de visibilité aussi, donc c'est là où on a le plus de fiabilité sur les projections, on se rend compte qu'en 2-3 ans, on peut dérisquer, on peut rembourser 2 tiers, 3 quarts de la batterie. Donc en fait, ça permet d'arriver sur un modèle où au final, on parle de risque. Oui, il y a plus d'incertitude que sur un modèle en obligation d'achat, mais c'est un risque maîtrisé. C'est un risque maîtrisé et on est capable de voir surtout les effets d'opportunité qu'il y a derrière. Donc, on est moins sur un système de rente, mais plus sur un système d'investissement où il y a des opportunités. Et c'est pour ça que Thomas vous présentait plusieurs scénarios, un scénario bas, un scénario médian, un scénario haut. On est capable aujourd'hui d'aller jouer sur ces différents scénarios-là. Donc, sans dramatiser la situation, il y a une petite urgence. Plus on le fait tôt, plus on l'aurait fait tôt. Parce que quand on regarde dans le rétroviseur, on se rend compte qu'on l'aurait fait il y a un an. Ça aurait pu être un très bon plan. Exactement. Et c'est là le point important, c'est qu'il y a beaucoup de valeur à court terme à aller capter, donc c'est une opportunité importante de se lancer le plus vite possible, mais
même sur le long terme, c'est ce que je disais sur le spread spot et puis sur les opportunités qu'il y aura pour des sujets macroéconomiques et géopolitiques, on arrivera à avoir une rentabilité rapide. Et c'est pas du tout un actif qu'on installe pour 2 ans et puis après, on a fait notre quick win et on le laisse à l'abandon. C'est vraiment pas l'idée. C'est un actif important pour le système électrique à long terme. Le parcours contractuel et le processus de certification, parce qu'en effet, c'est peut-être des questions que vous pourriez avoir. C'est OK, maintenant j'appuie sur le bouton, je signe mon bon de commande. Qu'est-ce qui se passe derrière? Alors, Prasanna vous parlera de toute la partie commande, livraison, installation, etc., etc. Mais sur l'actif en tant que tel et la mise sur le marché, il y a plusieurs choses. Il y a l'étude et l'analyse du portefeuille, l'estimation de potentiel qui sera faite probablement avant que vous appuyiez sur le bon de commande pour que vous ayez une idée de combien ça va vous rapporter. Ensuite, contractualisation, donc on signe le contrat de valorisation sur lequel on se met d'accord sur un partage de revenus et sur la durée et les différentes conditions qu'on détaillera juste après. Et ensuite, c'est plusieurs choses. D'abord, avoir une date de mise en service. En fonction de cette date de mise en service, paralléliser l'aspect technique. Donc, nous, on se connecte ou bien à l'API du constructeur ou bien à un EMS tiers que vous auriez pu choisir pour tester le pilotage de l'actif et voir que la batterie répond bien en moins de 2 secondes pour pouvoir participer à la FRR. Et ensuite, on parallélise avec le processus administratif, entre guillemets, auprès d'RTE, ce qu'on appelle la certification. Et donc là, il y a une partie vraiment de remplir un dossier administratif, il y a une partie de test, mais c'est RTE qui va bien mettre son tampon pour dire, OK, très bien, cet actif de 100 kg, d'un méga, de 10 mégas, il est certifié à FRR, je lui fais confiance quand il va poser des bids et participer au marché pour participer. Et ensuite, une fois qu'on a ça, ce processus, il prend entre 2 et 3 mois. On peut de toute façon, avant même que l'actif soit certifié sur la FRR, aller sur d'autres marchés, donc notamment capter la valeur du spread spot, toujours, sur les marchés de l'électricité, charger la batterie quand l'électricité est négative ou nulle, la décharger quand elle est plus importante. Donc ça commence déjà à générer un peu de valeur. Et puis dès qu'elle est certifiée, la FRR, qui là génère beaucoup plus de valeur, au moins à court terme, comme vous l'aurez compris. Donc voilà, c'est quelque chose qui prend au total entre 2 et 3 mois en parallélisant le choix, le choix de matériel, l'intégration technique et l'administratif, certification RTE. Voilà, bon, ça, c'est de toute façon, vous aurez accès à la présentation, hein, mais c'est voilà, la validation du dossier, ce que je disais, ensuite la phase de test et puis ensuite l'accès. Aujourd'hui, c'est autour de 3 mois. Et les informations dont on a besoin pour chaque site, c'est des choses très simples comme le numéro de PRM et puis des choses un peu plus techniques sur les fiches techniques constructeurs, le rendement, la gestion opérationnelle, les voies de transmission, etc. etc. Voilà, bon, ça, c'est les conditions, enfin, un peu les conditions contractuelles, les term sheets, sur le pourcentage de rétribution, sur les délais de paiement mensuels à M+1, annuel pour le mécanisme de capacité, puisque c'est un mécanisme annuel. On est sur des contrats qui vont de 12 mois, qui sont renouvelables, sauf s'il y a un contrat de floor, parce qu'évidemment, le contrat de floor, vous allez le prendre pour 3, 5 ou 10 ans, et donc là, évidemment, on sera liés ensemble pour plus longtemps. La condition d'éligibilité, j'en parlais, derrière le compteur sur un site de consommation, il faut qu'on ait une garantie suffisante sur le niveau de consommation du site et la puissance souscrite. Et sur le côté stand-alone, c'est avoir le compteur GRD dédié, le raccordement, pour pouvoir véritablement valoriser l'actif. Donc voilà, peut-être pour se laisser un peu de temps pour les questions-réponses, très rapidement sur Tilt Energy, comme je l'ai décrit, nous on est plateforme de flexibilité diffuse, on ne fait que ça peut-être, on est vraiment une boîte à mi-chemin entre vraiment la tech, on a 80% d'ingénieurs, de développeurs, de data scientists, d'experts des marchés de la flexibilité, donc c'est tech plus expertise marché, expertise électricité. On n'a qu'un seul métier, on n'installe pas de matériel, on ne vend pas de matériel, on ne vend pas d'électricité, que sais-je encore, on ne finance pas d'actifs. On a un seul objectif, tout le monde dans l'entreprise, on est 25, c'est valoriser au mieux sur les marchés les actifs qu'on nous remet et dont nos clients sont propriétaires. C'est pour le coup hyper important et c'est pour ça qu'un partenariat avec BayWa a beaucoup de sens, je crois, parce que
chacun est bien meilleur dans son métier, et a fortiori quand il n'en fait qu'un seul. Voilà, et puis voilà, on travaille avec des gros partenaires tech et de l'électricité depuis de nombreuses années, qui nous donnent, je crois, une forme de crédibilité, et qui, j'espère, vous encourage à travailler avec nous. Voilà, j'ai pas beaucoup plus de choses à dire. Je suis vraiment à votre disposition pour répondre à toutes les questions. Merci Thomas. Donc, quitte à me répéter, je sais que pour voir un peu la liste des participants, c'est hétérogène. Je pense que certains d'entre vous ont déjà assisté à ce qu'on se dit là. Certains d'entre vous sont peut-être déjà sensibles ou ont été sensibilisés au sujet de la flex et du marché. D'autres peut-être découvrent complètement ce domaine-là. Donc, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire à la fin quand on va vous poser le petit questionnaire, si ça allait trop vite, pas assez vite, et surtout, nous, on prendra le temps derrière de revenir vers vous et puis de faire une session qui soit un peu plus focus sur vos besoins à vous, en fonction de là où vous vous situez aujourd'hui. Donc, on s'excuse d'avance si on allait trop vite ou au contraire pas assez vite dans les sujets qu'on a couverts. Alors moi, j'ai quelques questions. N'hésitez pas aussi à poser les questions dans le chat. Je te propose de te les soumettre, Thomas, et puis Ah, bien sûr. on voit pour répondre à deux. Alors, première question, pour un BLC standalone en front of the meter, 240 kW, donc de 1 MWh, donc c'est une batterie 4 heures. Est-ce que Tilt peut assurer une mission d'agrégateur? Et Oui, si oui, même avec une si petite puissance? bien sûr. OK. Donc là, et je pense que la question derrière, c'est cette histoire de pooling et de taille minimum. Ouais, Vous avez un... exactement. Ouais, vas-y, je te laisse commenter. Ouais, en fait, exactement, pardon. En fait, aujourd'hui, RTE travaille sur la FRR, hein, principalement, donc la réserve secondaire, travaille à la maille 1 MW. Donc, il ne voit des bids sur les marchés de la FRR que sur 1 MW et par palier d'1 MW. Nous, c'est notre métier que d'agréger des petites puissances pour pouvoir faire des bids les plus importants possibles et pour pouvoir prendre aussi une marge de sécurité. Il est évident que si on avait 1 mégawatt, non, si on avait 1,2 mégawatt, on ne pourrait pas faire des bids de 1 méga. Il faut prendre une marge de sécurité parce qu'il y a toujours des sujets sur les actifs. Les actifs, il y a toujours un sujet de contrôle du réalisé sur quelques pouillèmes de kilowattheures qui ne sont pas délivrés ou des auxiliaires dont on n'avait pas parfaitement calibré la consommation. Ben voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc c'est notre métier que de faire des bids les plus importants possibles et les plus sécurisés possibles pour que tout le monde ait la plus grande part possible du gâteau. Donc oui, on peut agréger et on peut certifier des actifs de toute taille, la taille minimum étant quand même autour de 100 kilos. OK. Merci. Du coup, ça répond à une autre question qui était de savoir si on avait une solution, enfin, si vous aviez une solution pour les installations résidentielles. Pas nous directement. Nous, on travaille avec des acteurs comme BIM Energy, comme Ensol, qui eux, en fait, font l'installation de l'actif, qui eux ont leur app et leurs outils tech de pré-agrégation, si je puis dire. Et nous, derrière, on gère le pilotage de l'actif et la valorisation des flexibilités. Mais on est encore assez loin de la certification donc de la FRR pour les batteries résidentielles. Peut-être qu'on ira vers ça à moyen terme. Aujourd'hui, ce n'est pas le cœur du sujet. Donc, on va les valoriser sur des marchés plus simples, comme le mécanisme de capacité, et potentiellement faire du trading sur le marché spot. Ça marche. Une autre question, est-ce qu'une installation en standalone FTM peut être raccordée en BT? On est Oui. raccordé au transport public dans ce cas. Quelle est la différence avec le tarif jaune? Non, mais en fait, la seule différence entre BT et HTA, au-delà des délais de raccordement et des discussions que vous pouvez avoir à Enedis, c'est le TURP. Donc, c'est le coût derrière qui va être que vous allez porter ou que le client va porter sur. C'est le TURP variable, quoi. Donc, disons que les revenus sont linéaires. Donc, une batterie de 1 méga va gagner 10 fois plus qu'une batterie de 100 kilos. Le seul sujet, c'est que la batterie d'un méga, elle payera moins de turp que la batterie de 100 kg mise en basse tension. On arrive quand même à avoir des TRI pas inintéressants, autour de 8-10% sur de la basse tension. Mais c'est vrai que c'est le gros sujet, oui. Super. Question annexe. Combien coûte la certification par Enedis? Alors, c'est RTE qui fait la certification Ok. et nous, on ne la facture pas. Ok. Bon, parfait. Euh,
Alors, je vais peut-être prendre cette question-là. Je te laisserai commenter, Thomas. Quel assureur couvre les petits BESS de 1 MWh? Alors, on a eu la discussion la semaine dernière, parce qu'il y avait, on était sur une table ronde où il y avait le courtier Alex Assurance qui parlait de ça, qui justement avait l'air de dire que c'était pas tant un sujet critique sur les batteries, parce que la plupart des batteries qu'on propose aujourd'hui sont prévues pour être installées en extérieur. On dissocie le risque bâtiment personne de l'actif BESS. Donc pour toutes ces raisons-là, ils n'avaient pas l'air de considérer ça comme étant un risque plus plus. Ça l'était à l'époque où les batteries étaient rattachées au bâtiment ou c'était dans les murs. Avec les nouvelles technos de batterie que je vous ai montrées là, toutes les batteries que je vous ai présentées un peu plus tôt dans la présentation sont prévues pour être installées en extérieur. Donc ça permet de réduire grandement le risque. Euh, et je vais commencer à ouvrir une autre parenthèse. On a un événement qui s'appelle les JDS, où on va justement aborder ces sujets-là aussi. Donc, si vous êtes disponible dans les prochains jours, je vous présenterai les dates. N'hésitez pas à venir vous joindre à nous et puis on va parler justement avec des assureurs à ce moment-là. Une autre question. Je souhaiterais développer un projet 250 kVA, 524 kWh colocalisé. Qui contacter? Deux personnes à contacter. A priori, la première, ça serait nous. Pour voir si le matériel existe, le prix, enfin commencer à définir la partie implantation, technique, configuration, commencer à mettre les premières billes dans un BP, commencer par le prix, le coût de raccordement d'installation. Et ensuite, une fois qu'on a toutes ces étoiles-là qui commencent à s'aligner, on commence à y voir un peu plus clair. Deuxième étape, c'est d'aller voir notre ami Tilt, Thomas, qui lui va vous donner tous les autres éléments, de savoir si cet actif-là correspond à ce que vous avez en tête, et ensuite commencer à lancer les simulations pour voir où va se situer le TRI de ce projet-là. Mais j'ai l'impression d'avoir beaucoup dit sur toi. Vas-y, Thomas. Non, ouais, Tu veux c'est ça, compléter? exactement. Enfin, nous, on arrive, on arrive enfin, voilà, en fonction de votre besoin, à disposition pour éclairer sur ce qu'on peut dire là, notamment dans le webinaire, mais s'il y a des choses particulières en plus à dire, on est à votre disposition. Et, et, et voilà. Après, ça sert à rien de commencer ou de signer un contrat enfin voilà, la certification, on ne peut la faire que quand on a un numéro de PRM et que la commande de l'actif et le MS est faite. Voilà. Et donc, chaque chose en son temps, si je puis dire. Mais de toute façon, vous, pour prendre des décisions d'investissement, ou le client, il a besoin d'être éclairé sur le potentiel, et donc on est à votre disposition pour le faire. Super. Et du coup, ça emmène à deux questions qui vont dans le même sens, c'est de savoir comment est-ce qu'on vous contacte. Comment est-ce qu'on nous contacte? Je crois Quand est-ce qu'on qu'il y a- vous contacte et comment est-ce qu'on vous contacte? Le quand, ça serait d'aligner les quelques premières billes dont on parlait, Ouais, c'est j'imagine. ça, exactement. Ouais. Et C'est quand ensuite, on arrive à avoir un- un niveau de confiance important sur un raccordement et une installation de batterie à 3-4 mois. C'est là où voilà, on peut commencer à vraiment rentrer dans le dur de l'intégration technique, la contractualisation, etc., etc., la certification et les besoins qu'on aura pour remplir les formulaires de certification. Donc voilà. Et comment on a, vous avez tous mon adresse mail, je pense. Prasanna, n'hésite pas à la partager. Et puis on a un formulaire de contact sur notre site internet qui retombe directement chez moi de toute façon. Donc vous avez normalement les accès directs. Et puis après, voilà. après, de façon plus générale, depuis le temps maintenant qu'on travaille aussi avec Tilt, on travaille nous, Baiva, on travaille sur une typologie de client qui est très spécifique. Donc, on commence à avoir aussi pas mal de billes sur les besoins que vous pourriez avoir sur ces applications qui sont très particulières par rapport à ce que Tilt fait, qui est beaucoup, beaucoup plus large. Donc, n'hésitez pas à contacter votre relais commercial habituel, qui lui, en général, peut déjà vous aider. On peut déjà vous donner pas mal d'éléments. Et le moment où le projet atteint cette maturité-là, derrière, Thomas et Tilt peuvent prendre le relais pour Ouais, vraiment aller dans le exactement. concret. Je sais que tu dois partir à midi pile, Thomas. Je garde ça en tête. Peut-être une question sur les EMS. Est-ce que vous avez des solutions? Est-ce que vous avez besoin d'un EMS? Et si oui, est-ce que vous avez des partenaires Nous, solutions? on se connecte à n'importe quel EMS que vous choisissez. Pour le coup, c'est notre métier que d'intégrer ça. On est aujourd'hui déjà connecté à Elum, With the Grid, Alemka,
Schneider Electric, Météo Control, Webdin. Mais voilà, enfin, si vous avez une solution tierce de préférence, dites-le nous suffisamment tôt pour qu'en fonction, on priorise l'intégration technique. Allez, et je vois une dernière question. Est-ce que BTM et autoconso collectif peuvent cohabiter sur un même raccord de production? Est-ce que quoi, pardon? Est-ce que BTM, est-ce qu'un site en BTM, une BESS en BTM et une autoconso collective peuvent cohabiter? Bon, j'imagine que la question, c'est est-ce que si tu fais une batterie qui est derrière un compteur, est-ce que tu peux la mettre sur une autoconso collective? A priori, je vois pas de Oui, problème. non, oui, exactement. Je pense que oui, ouais, tout à fait. Ok. Non, c'est pas un problème. Et c'est là où on rentre dans le. Si vous vous souvenez de la toute première slide que je vous ai montrée, où il y avait une liste, il y a une liste de 20 nouveaux métiers à assimiler. Euh, Faire cohabiter, par exemple, demain le BESS avec de l'IRVE sur une ACC, ça va être le quotidien de tout le monde. Et puis aller chercher des clients à droite à gauche dans la boucle d'ACC, ça va être un des nouveaux challenges qu'on va devoir se mettre sur le dos. Merci Thomas, je sais que tu dois partir, je te libère. Merci à toutes et tous, je suis à votre disposition, n'hésitez pas. Merci Pras pour l'invitation. C'est Avec un grand vrai plaisir. plaisir et on refait ça très vite. Et je serai au Journaux du Solaire de toute façon. Exactement, j'allais faire la petite. Merci, au revoir. À très J'allais vite, faire au revoir. le petit mot de la fin. Donc oui, pour répondre à une dernière question, les supports seront partagés. On va vous envoyer aussi pas mal d'autres supports. Parce qu'on a fait plusieurs webinaires ces derniers temps où on a parlé beaucoup des raccordements avec Enedis, les formulaires. On a parlé un peu plus en spécifique de certaines solutions techniques où on est allé décortiquer un peu plus les datasheets. Donc, on a déjà pas mal de matériel disponible à travers des différents autres webinaires. Donc, je vous invite à les consulter. Et David vous les mettra dans le mail de remerciement. On vous mettra le support de présentation dans le mail de remerciement aussi. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est un événement important pour nous, les Journées du Solaire, qui est un salon distributeur qu'on aime beaucoup parce que, au-delà d'être un salon où tous nos fabricants sont présents, on essaye aussi d'apporter quelque chose de nouveau, à savoir éviter de refaire des présentations de datasheets et d'entreprises que pour la plupart d'entre vous connaissez déjà par cœur. Les fournisseurs sont là depuis longtemps. Le but du jeu ici, c'est de voir comment ces fournisseurs-là, avec les solutions qu'ils ont, sont capables de proposer autre chose. Donc, on va faire des tables rondes sur l'IRVE, typiquement, sur la partie BESS. Et Thomas sera là avec nous pour aller justement creuser encore un peu plus loin tous ces sujets de rémunération autour de la batterie avec ces nouveaux modèles qu'on vient d'aborder. Donc, n'hésitez pas à venir donc dans 2 semaines à Lyon et à Bordeaux dans un petit peu moins d'un mois maintenant. Merci à tous pour votre temps. Merci à tous de nous avoir écoutés. Encore une fois, prenez s'il vous plaît le temps de compléter le petit questionnaire à la fin. C'est important pour nous, ne serait-ce que de savoir si on a répondu à vos attentes, à vos besoins, s'il y a des sujets sur lesquels on peut apporter des éléments nouveaux. On est très preneur parce que ces événements-là sont amenés à se répéter. Et l'idée, c'est de correspondre toujours plus à ce que vous attendez vous de l'autre côté. Donc, merci à tous. Bon appétit, bonne journée et au plaisir de vous recroiser. À bientôt.